Je sais jamais si en intro, il faut que j'aille vraiment dans les détails de l'entrevue que j'ai eue avec mes invités pour le balado Histoire d'entrepreneur, mais aujourd'hui, quel bonheur de retrouver Anya Okuka, qui est nouvellement associée de Café Castello. On va en parler en détail dans l'entretien. On a parlé de tellement d'aspects de la vie d'entrepreneur. Être repreneur. On a parlé aussi d'être femme en entrepreneuriat, dans l'optique de fonder une famille. On a jasé de l'histoire aussi de sa famille qui est passionnante. Alors, je vous laisse faire l'écoute de ce balado qui m'a mis des étoiles dans les yeux. Je pense que ça paraît. Bonne écoute. Est-ce que tu es comme ça calculé, tu sais, je sais pas si tu es du type plus rationnel dans la vie, mais est-ce que c'est comme ça sur toutes les sphères de ta vie? Non, Être mais calculé, planifié? ben c'est ça, ça dépend. Professionnellement, oui. Personnellement, non. Tu sais, je suis un peu... je suis comme un peu artistique entrepreneur. Tu sais, je suis comme vraiment sur le feeling, mon instinct, etc. Mais j'aime quand que les choses sont bien faites, mais je suis pas quelqu'un dans les détails. Je suis pas quelqu'un plus la big picture, si on peut dire, là, l'ensemble de l'œuvre. Anya, je vais te nommer comme il se doit au moins une fois dans cet épisode de balado. Anya Okuka, tu es VP Développement des affaires et associée chez Café Castello, Oui. qui est une entreprise familiale depuis plus de 30 ans. C'est ça que tu m'as dit, hein? Exact. Quand on s'est rencontrés, Anya, toi et moi, c'était en 2018. On a participé les deux à, à un concours de jeunes personnalités d'affaires avec la Jeune Chambre de commerce de Québec que tu as remporté haut la main. À la grande majorité des gens, bon, entre autres des gens de la Chambre de commerce qui étaient là à l'issue d'une entrevue et d'un beau parcours, pour vrai, qu'on a fait tout le monde ensemble, tous les participants de cette cohorte-là. T'es ressorti de cette cohorte-là comme étant une espèce de perle rare, une surprise que tout le monde avait parce que d'un, tu étais la plus jeune, tu avais 25 ans à l'époque. On était tous de loin plus âgés que toi. Puis c'était un concours auquel on pouvait participer jusqu'à l'âge de 40 ans, mais 25 ans en affaires dans l'entreprise familiale, c'était très rare. Et le discours que tu tenais aussi pour une femme de ton âge, ça a séduit, mais ça a surpris aussi beaucoup, beaucoup les juges qui étaient là. Puis c'est le discours qui tenait eux autres aussi, à savoir, wow! Puis il y avait quoi? Il y avait 2-3 prix durant cette soirée-là, puis tu en as remporté 2 sur 3, ce qui était très rare également. Tu n'étais pas associé de l'entreprise à l'époque. Alors, parle-moi de ces 5 années-là là, chez Café Castello, parce qu'à l'époque, tu ne te voyais pas encore, mais pas du tout, prendre les rênes de l'entreprise familiale que tu as appris au cours des dernières années avec ton frère. Oui, ben exactement. Ben, j'ai beaucoup évolué. Puis il y a eu beaucoup d'événements, dont la pandémie, parce que, veux pas, en 2020, tout a basculé. Puis on a eu, ça a été un 5-6 ans quand même des montagnes russes, mais des montagnes russes que tout le monde connaît en affaires. Mais oui, ça m'a permis beaucoup de me forger. Puis je pense que le concours aussi, ça m'a permis un peu de sortir de ma zone de confort. Puis aussi comprendre que mon succès, c'était pas seulement sous le nom Castello, que j'apportais aussi ma contribution au niveau personnel, puis ma vision, puis mes valeurs. Puis veux pas, c'est très compliqué quand tu es dans une entreprise familiale parce que veux pas, mes parents, c'est aussi les personnes qui m'ont élevée. Donc, c'est quoi la distinction entre les valeurs d'entreprise puis tes valeurs personnelles? Donc, ça a basculé beaucoup de choses dans ma vie parce que j'avais 24 ans quand je me suis inscrite. Puis dans le même mois, j'ai eu 25 ans et, comme tu as dit, j'ai remporté ça. Et ça m'a quand même donné un choc parce que dans ma tête, moi, je sais pas si tu te souviens, mais je pensais pas gagner. Tu sais, j'étais pas dans les discours, j'étais pas dans la planification, j'étais comme très wow, tu sais, vivez le moment présent. Oui, écoute, t'avais une candeur, j'oserais dire ça. Puis c'est pas négatif, là, mais pas du tout. T'avais une candeur, puis je me rappelle, comment il s'appelait? L'homme de la Banque nationale qui t'a remis ton prix au départ. Steve. Oui. Il a même dit sur scène, tu sais, des fois, t'entends un discours, puis t'as l'impression, y a-tu quelque chose qui se cache derrière ça? C'est-tu
c'est-tu un faux beau discours? Puis finalement, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait clairement dit ça pour finalement, tu sais, se dire qu'à l'unanimité, tout le monde s'était dit, ça se peut pas que ce soit une cassette qu'elle soit en train de dire que les propos que tu tenais à un si jeune âge étaient probablement remplis de cette candeur-là que tu avais. Comme tu dis, vivez votre vie, c'est vraiment trop beau, mais ça déstabilisait tout le monde parce que, moi, la première en 2018, là, puis pour vrai, moi, cette expérience-là, de la jeune chambre de commerce avec la jeune personnalité d'affaires, j'en suis ressortie tellement... c'est pas négatif ce que je vais dire là, mais je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas fait les choses de la bonne façon. En ce sens que j'essayais d'avoir un discours que, en bout de ligne, tu sais, je me réécouterais puis je suis comme, c'était peut-être pas le bon discours. J'ai essayé de faire ce à quoi on s'attendait de moi. Tu sais, je sens que j'ai pas été authentique à fond dans ce processus-là. Puis je suis comme, clairement, ça n'a pas été payant, mettons, dans un contexte de sélection auprès d'un jury après, tu sais, une longue entrevue. Puis si, mettons, 5 ans plus tard, avec la maturité que j'ai, je fais comme, OK, là, clairement, je serais là, puis je serais capable de plus dire les choses avec passion, avec sincérité aussi. Puis, tu sais, j'essayais pas de prétendre être une autre personne, mais je pense que j'essayais de répondre de la façon à laquelle on s'attendait que je réponde, mais c'était pas ça. Mais bref, pour revenir à toi. Mais t'étais dans la pression, moi, j'étais dans la naïveté. Donc, c'est ça! Moi, c'était juste mon moment que je me disais, OK, t'es pas là pour gagner, t'es là pour participer. Donc, parle avec ton cœur, puis dis ton discours, dis qu'est-ce que t'as envie de dire, c'est quoi les valeurs, c'est qui t'a toujours épaulé, ma famille, de remettre un peu les points sur les i, puis de justement parler avec le cœur, parce que je me disais... J'avais aucune idée c'était quoi la jeune chambre. Je me suis inscrite à la jeune chambre le même mois que je me suis inscrite au concours. Moi aussi. Je connaissais pas le concours. Fait que moi, je suis allée vraiment là naïvement. J'avais pas de pression. Puis j'étais comme sur mon X. Quand j'ai parlé, je me suis dit, OK, il y a 500 personnes, 400, 500, je me souviens plus il y a combien de personnes, du monde en affaires qui vont pouvoir découvrir c'est quoi tes valeurs, c'est quoi que t'es comme être humain, c'est quoi le cœur de votre business. Puis c'est pas un pitch de vente, puis c'est pas de la pression d'avoir l'air de quelque chose que je suis pas, parce que au contraire, j'avais 25 ans, donc je savais que dans notre cohorte, il y avait des grosses chaussures. Là. Ouais, il y a des grosses chaussures dont toi. Puis j'étais comme, on dirait que j'étais comme, on va profiter du moment, on va vivre le moment présent, puis on va juste parler avec le cœur. Puis c'est là que j'ai appris que parler avec le cœur, puis être authentique, puis justement, pas répondre à ce que les gens s'attendent de toi, mais plutôt à toujours, disons, pouvoir te regarder en arrière puis dire, ça, c'était moi. Puis c'était moi, puis c'est sur ça qu'on me connaît, puis il n'y a rien d'autre. J'ai entendu quelques fois des discours à propos de ce genre de concours-là. De, tant qu'à t'inscrire à des discours comme ça, pourquoi tu ne prends pas du temps à mettre sur ton entreprise à toi? Pour vrai, puis c'est vraiment un discours que j'ai entendu de gens proches de moi qui sont en affaires, qui n'ont jamais participé à des concours comme celui-là. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Je dis qu'il faut l'essayer. C'est facile de juger quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est facile de juger quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je pense qu'il faut l'essayer parce que c'est pas un concours de popularité. Parce que si c'était ça, 1, j'aurais pas gagné. 2, je m'aurais pas inscrit. 3, j'ai pas aimé le secondaire, fait que j'aime pas les gangs. Les gangs. Non, c'est plus au contraire. C'est plus... Moi, ça a toujours été de pouvoir montrer le nom Café Castello, le nom de famille Okuka, de montrer, parce que les gens ignorent que dans les concours d'affaires, c'est pas juste ton chiffre d'affaires. C'est plus, OK, c'est quoi que tu fais dans la communauté? C'est quoi le bénévolat que tu fais? C'est comment que tu t'investis dans la société? C'est quoi ta vision? Parce que pour avoir une sphère entrepreneuriale qui est saine, il faut avoir des visionnaires. Il faut avoir des gens qui voient pas juste à court terme, qui voient à long terme. Donc, c'est plus une reconnaissance de dire, OK, ça, c'est une vision à long terme qui va mener, pas juste ton entreprise, mais qui va amener la société, la communauté d'affaires plus loin, qui va l'amener ailleurs. Puis je pense que c'est une mentalité très québécoise qu'on a de la misère à applaudir le succès, on a de la misère à s'applaudir en premier lieu, on a de la misère à accepter qu'on est bon. C'est quand l'extérieur nous le dit, puis je parle des compagnies étrangères, etc., quand les compagnies étrangères vont chercher une compagnie d'ici, on est comme « Ah, finalement, c'était bon ». On dirait qu'on a de la misère à comprendre qu'on est bon.
Puis c'est ça que je pense qu'il y a des gens qui ont, ils ont de la misère à accepter le rejet. Il y a le côté égo, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ont de la misère à accepter qu'ils sont bons. Le fameux syndrome de l'imposteur. Il faut mener à apprendre à avoir des fois... La mentalité américaine n'est pas toujours bonne comme on le voit, mais je trouve que les Américains, eux, sont fiers. Ils vont montrer le succès de leur entreprise, ils vont se mettre de l'avant. Puis pourquoi on le ferait pas? Parce que c'est aussi ça qui va inspirer d'autres jeunes à Québec à devenir entrepreneurs. Parce que là, quand on regarde l'indice entrepreneurial, depuis 2 ans, ça n'arrête pas de baisser. Puis ça, c'est un gros problème, pas au niveau juste économique, mais dans l'ensemble, parce que les PME, c'est le poumon économique de Québec. Ça finance tellement beaucoup d'infrastructures à Québec au niveau de la société, de la communauté et de la culture, etc. Donc, il faut avoir des exemples. Parce que quand on regarde, disons, les sports, les jeunes veulent s'inscrire parce qu'ils ont une idole, etc. Mais il faut avoir la même chose aussi dans le monde des affaires. Des gens qui inspirent d'autres personnes. Des gens qui te montrent qu'il n'y a pas juste un chemin, qu'il y a plein d'autres chemins à prendre pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, il y a moins de gens et de jeunes qui s'en vont dans le domaine de l'entrepreneuriat? Je pense que c'est une peur, mais je pense aussi que, justement, c'est pas assez mis de l'avant. Tu sais, dans l'école secondaire, on va te faire un test de personnalité. Moi, je me souviens de mon test de personnalité. La pédagogue, elle m'a regardée, elle savait pas dans quelle case me mettre. Elle était comme, elle savait pas quoi me dire, elle m'a dit professeur. Ah, mais non, déjà, moi, je me rappelle ce test-là au secondaire, des gens qui se faisaient dire tu vas pouvoir devenir clown. C'est comme. C'était vraiment un vrai, un vrai métier. Oui. C'est assurément un métier, mais je veux dire, voir que c'est ça qui ressort d'un test comme celui-là. T'sais. Non, c'est pas un test d'actualité, je pense. Puis c'est justement, ça te met encore dans des cases. Mais il y a tellement de cases que toi-même, tu peux créer. Puis je pense que justement, il n'y a pas assez d'exemples. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un exemple de mes parents qui ont commencé avec rien, pas un mot en français, puis qui ont réussi. Fait que moi, j'ai un exemple que, peut-être que toutes les probabilités sont contre toi, mais si toi, tu crois en toi, tu vas être capable. Mais si toi, en premier, tu ne crois pas en toi, tu n'as aucune chance de réussir. Ça, c'est un. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui, naïvement, croit en lui, puis même si la terre entière lui dit non, il va prouver que oui. Puis c'est ça qu'il faut montrer, c'est des exemples de gens, parce que les gens ont pas envie de s'applaudir, mais il faut qu'on ait plus d'entrepreneurs qui vont dans les écoles, qui parlent aux jeunes, qui leur montrent des business, qui mettent ça un peu de l'avant, mais pas seulement le star system de l'entrepreneuriat, parce que comme aussi, avant, personne parlait d'entrepreneuriat, personne voulait être entrepreneur, puis là, on dirait que l'entrepreneuriat, c'est presque rendu comme un peu le Star Academy. C'est jet set, là. C'est très jet set, puis au contraire, ça donne aussi une fausse image parce que c'est pas vraiment comme ça. Puis c'est pour ça que je disais, je me suis un peu reculée, moi, les dernières années. Avant, j'étais beaucoup dans les médias, beaucoup investie dans plein de OBNL, dans plein de 5 à 7. J'étais partout. Je voulais vraiment tellement redonner. Puis je me suis comme perdue là-dedans, puis j'étais comme toi dans ton discours, c'est pas moi. J'ai pas envie d'être sous les projecteurs. Moi, je veux bâtir quelque chose. Je veux avoir des projets concrets. Et ça apporte une fausse croyance que c'est jet set, que hey, tu vas voyager 5 fois par année, que t'as pas besoin de travailler, que tout coule, que de l'or coule sur ta tête, que tu te baignes dans une piscine d'or. C'est pas ça exactement. Oui, tu travailles pour avoir une certaine liberté, mais des fois, t'es l'esclave de ton horaire. T'sais, des fois, tes journées sont très longues. Une journée de 8 heures, ça peut tourner vite à du 14 heures. Tu sais pas. C'est ton bébé, t'es investi là-dedans. Donc, il faut montrer la réalité, mais aussi, il faut montrer que ces fameux étudiants-là qui rentrent dans aucune case, bien, ils peuvent construire leur propre case. Ils peuvent construire, disons, aller chercher des passions, puis justement l'amener plus loin. On a besoin de visionnaires. On a des gens qui voient pas la vie, puis qui voient des opportunités, là où les gens voient des défauts ou quelque chose qui est comme bof. C'est comme les jeux vidéo avant, là, les années 2000, c'était comme pourquoi tu perds ton temps, nanana. Puis là, un moment donné, ça a explosé. Bien, il y a plein de marchés comme ça qui sont sous-exploités, qu'on a besoin de ces gens-là, qu'ils savent pas dans quelle case clown qui vont test de l'air, tout ça. Non, moi, ils savaient pas dans quoi me mettre. Là. Je pense que j'avais eu professeur d'art dramatique. OK. Tout ce que je déteste dans la vie, mais... c'est très drôle. Pas les profs d'art dramatique, non. d'aller... mes cours d'art dramatique, je détestais me donner en scène, donc c'était pas pour moi. Je sais plus si c'est dans un
un ancien épisode, on en enregistre beaucoup ces temps-ci, ou si c'est avec une conversation que j'ai eue avec quelqu'un de mon entourage, mais on m'a dit les jeunes d'aujourd'hui ont vu leurs parents entrepreneurs. Puis là, ça leur tente pas de vivre leur vie à eux qui à leurs yeux, c'était des parents moins présents, des parents stressés, des parents qui couraient toujours un peu après leurs sous ou qui ont travaillé très, très fort. Est-ce que, selon toi, c'est un peu ça la vision que tu as des jeunes, justement, qui ont eu des parents en entreprise puis qui se disent, non, moi, ce que je veux, c'est la stabilité. Une des raisons peut-être pour laquelle ils se dirigent moins vers l'entrepreneuriat, selon toi? C'est une bonne réflexion, honnêtement. Moi, je pense que du côté personnel, moi, c'est grâce à l'entreprise qu'on a réussi à passer de réfugié de guerre à entrepreneur puis avoir la vie qu'on a vécue, que j'ai pu avoir la scolarité que j'ai eue, que j'ai pu voyager, que j'ai pu être gâtée. Puis quand je dis gâtée, c'est de simplement avoir toujours de quoi à manger sur la table. Je pense que moi, c'était soit ça ou c'était rien. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de diplôme qui était reconnu. Donc, il n'y avait pas le choix d'être entrepreneur. Donc, moi, je savais que quand on a immigré, mes parents, oui, ont travaillé, ils ont poussé la machine, mais c'était notre stabilité. C'était aussi ça qui nous a permis d'avoir la vie qu'on a eue. Donc, je pense que moi, mon opinion est biaisée parce que nous, on n'avait pas le choix d'avoir cette vie-là. Il n'y avait pas de 9 à 5 ou d'aller au gouvernement puis d'avoir cette stabilité-là. Donc, cette instabilité-là a créé la stabilité dans notre vie. Donc, je pense que ça peut être un point qui est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, au contraire, ont vu leurs parents faire du 9 à 5 et veulent avoir une plus grande liberté. Donc, ça serait difficile. Je pense qu'il faudrait comme faire comment on dit ça, un sondage pour vraiment... Une étude, parce que oui, ça peut être ça. Parce que moi, ça a été très positif. Au contraire, moi, j'ai vu des gens se battre pour qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir, qui se sont battus pour leur famille. Donc, moi, au contraire, j'ai vu ça comme quelque chose de noble. J'ai vu comme quelque chose que, peu importe ce qui se passe, qu'il y a une guerre, qu'il y a une pandémie, que peu importe, quand tu as ta business, puis que tu es toute là, que tu y crois, tu es capable de surmonter toutes les épreuves. Parce que moi, au contraire, j'aime pas avoir ce stress-là de dépendre de est-ce que mon poste va être coupé. Oui. Moi, mon poste va jamais être coupé tant et aussi longtemps que j'ai ma tête sur mes épaules, puis que je suis là, puis que j'ai des idées, puis que je suis créatif. Je dis pas que je suis à l'épreuve de tout. Au contraire, il y a une instabilité là-dedans, que tu as tout le temps un stress. Puis c'est vrai que moi, mes parents, toute notre famille dépendait de Café Castello. Donc, il n'y avait pas ma mère qui pouvait dire « Ah, s'il arrive quelque chose à l'entreprise, au moins... » Je travaillerai plus au gouvernement, un peu comme Exactement. Donc, non, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne voie. C'est la voie, puis c'est le stress que tu es capable d'accepter. Comme moi, le stress de dépendre de quelqu'un, je suis pas capable de gérer ça. Puis il y a d'autres personnes qui sont pas capables de gérer le stress, que tout est sur leurs épaules. Moi, j'aime avoir cette pression-là, que j'ai ça sur mes épaules et que je vais être capable de trouver une solution. Ça a l'air un peu fou ce que je vais te dire, mais quand il y a des problèmes, j'ai comme une petite frénésie à l'intérieur. Je suis comme parfait. Là, c'est le temps de trouver une solution. Puis j'aime pas les problèmes, mais la gestion de crise. Oui, mais j'aime trouver des solutions. Puis c'est ça que je me suis rendu compte que je serais la pire employée sur Terre parce que j'aime pas que tu me dises une solution. Je veux trouver une solution. J'aime pas que tu me dises comment faire les choses. Dis-moi les résultats que tu veux et je vais le faire à ma façon. Fait que ça dépend vraiment de quel type de personnalité puis quel stress que tu es capable de gérer, quelle difficulté que tu es capable de gérer. Fait que c'est vraiment de savoir c'est quoi ton difficile puis c'est dans quel difficile que tu te plais. Oui, tu te plais le plus, c'est ça. Tu dis que c'est ça, le stress de dépendre de quelqu'un, tu n'es pas capable. Est-ce qu'à l'inverse, le fait de savoir qu'il y a des gens qui dépendent de toi financièrement, donc mettons des employés chez Café Castello, est-ce que ça t'apporte un stress? Ça apporte toujours un stress. Puis surtout quand tu reprends une entreprise, mon père m'a toujours dit quand j'étais plus jeune, c'était pas difficile de partir en entreprise. Ce qui va être difficile, c'est de la maintenir. Fait que si vous pensez que vous allez l'avoir facile parce que vous reprenez quelque chose, c'est pas le cas. Puis c'est vrai que on a tout à perdre. Tu sais, quand t'as rien, comme mon père disait, je pouvais rien perdre, j'avais rien. J'avais même pas $1. Il dit, toi, t'as beaucoup de choses à perdre. Puis c'est vrai que c'est un stress, mais c'est quelque chose qui me motive. C'est quelque chose que je me dis, OK,
Tu le fais pas pour toi. Il y a plein de gens qui dépendent de toi. Premièrement, il y a ta famille, mais il y a aussi plein d'autres familles, mais il y a aussi des gens qui croient en toi. Fait que ça dépend aussi comment que tu gères ton stress, mais qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu es plus épanoui quand c'est calme? Est-ce que tu es plus épanoui en zone un peu plus stressante? Est-ce que tu es capable de contrôler ton cortisol? fait que tout dépend de ça, mais moi, au contraire, je me sens bien là-dedans, puis c'est là que je suis plus performante, puis c'est là que aussi j'étais plus performante à l'école. Disons, quand on avait un mois pour remettre un projet, c'était le dernier 24 heures C'est ça. que j'étais plus performante parce que j'aime avoir Un petit rush. un petit rush, Ouais. une petite adrénaline que, OK, là. Puis c'est là que je m'épanouis le plus, c'est là que je suis le plus performante. Fait que moi ça me convient. Mais c'est que le problème aussi dans notre société, c'est que les gens te demandent qui tu veux être sans savoir qui t'es déjà. C'est quoi le métier que tu veux faire? Puis c'est donc bien... Tout est lié à ton métier. Tu sais, souvent, les gens, quand ils te parlent, animatrice de radio, entrepreneur dans le café, on dirait que notre métier forge un peu tout ce qu'on est. Oui. Puis comment que tu peux savoir le chapeau que tu veux porter toute ta vie si tu sais pas c'est quoi qui te challenge, c'est où que tu réagis le mieux, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi aussi ta vision de la vie plus tard. Parce que aussi, les gens oublient la vision à long terme. Quand tu vas être entrepreneur, est-ce que ça va être un plus ou un moins d'avoir ta propre famille? Est-ce que tu penses que ça va au contraire t'aider tes projets personnels ou ça va nuire à tes projets personnels? Fait que ça aussi, c'est un questionnement à se demander. Vie personnelle, est-ce que tu es capable de la marier avec ton côté professionnel qui va avec le chapeau de soit l'entrepreneur ou employé que tu veux être? Là, il y a plein de sujets qui se chevauchent. Entrepreneuriat, vie personnelle, le stress. Mais il y a un éléphant dans la pièce depuis le début de cet entretien. Puis je veux qu'on l'aborde tout de suite pour qu'on puisse vraiment comprendre l'histoire de Café Castello. Tu parles beaucoup de tes parents quand vous avez émigré, tout ça. Votre histoire, elle est unique et j'aimerais que tu puisses me la raconter une deuxième fois. Je l'ai déjà entendue, mais ça fait quand même quelques années. Puis, on peut pas passer à côté, c'est un incontournable que l'histoire de l'entreprise familiale Café Castello et celle de tes parents, évidemment. Oui, en fait, ça a commencé... mes parents viennent de Sarajevo, en Bosnie. Et ils venaient de se marier. Ça faisait 3-4 mois qu'ils venaient de se marier. On est en quelle année? Les années 92. Ils venaient de se marier. Ils se sont mariés en décembre 91, puis en 92, ça a commencé. Donc là, ça a commencé à faire des tensions. On parlait de guerre. C'était l'ex-Yougoslavie dans ce temps-là. Et tout le monde voulait se séparer. Dans le fond, moi, je vulgarise ça souvent comme si le Québec voudrait se séparer. Puis là, le Lac-Saint-Jean, Québec, Montréal, tout le monde rentre en guerre. Mais c'est le même peuple. C'était plus une question aussi, pas religieux, mais les gens voulaient avoir leur propre territoire, etc. Ils ne voulaient plus avoir l'ex-Yougoslavie qui mettait tout le monde dans le même bateau. Donc, il a commencé à avoir des tensions. Puis, à Sarajevo, c'était très multiculturel, si on peut dire. Il y avait des Bosniaques, il y avait des Croates, il y avait des Serbes. Et ça avait commencé en Croatie. Et mes parents riaient. Ils disaient, c'est impossible que ça arrive ici. Tout le monde est mélangé. Il y a même des mariages entre les Serbes et les Bosniaques. C'est impossible qu'ici, les gens se fassent la guerre. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. Et c'est vraiment l'instinct de ma mère, l'instinct féminin de ma mère qui s'est écouté, qui a senti que c'était le temps de quitter, mais qui savait que mon père, ce serait pas du genre à tout laisser derrière lui, sa famille, etc., pour fuir. Donc, elle lui a dit, on va faire un petit week-end amoureux à Belgrade, qui est en Serbie, juste à côté, le temps que tout se calme. Et, sans le savoir, ils ont pris le dernier vol civil qui quittait la Bosnie. Hein? Ouais. Puis ma mère, elle a un instinct que j'aimerais avoir, mais quand elle était en haut de Sarajevo, elle lui a dit, regarde bien cette ville parce que tu la reverras plus. Puis c'est sorti de nulle part, puis mon père, il riait. Mais encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, il n'est jamais retourné. Et finalement, sans vraiment savoir, ils sont restés là, la guerre a éclaté. Mon père ne voulait pas prendre les armes, donc il était un déserteur. Parce que dans le fond, dans ce contexte-là, c'est soit que tu t'enrôlais? Oui, c'était aussi très obligatoire. OK. C'est très obligatoire. C'est un peu ce qu'on voit maintenant en Russie, Ukraine, etc. Ouais. C'est pas mal obligatoire. Puis ils devaient se cacher.
Il a dormi sur des bancs de parc. Ma mère était enceinte de moi. Hein? Donc, c'était un stress. Elle n'avait pas de suivi médical parce que c'était des traîtres aussi, parce qu'ils ne voulaient pas retourner en Bosnie. Ils devaient se cacher parce que si l'armée le prenait, il l'envoyait au front. Mais là, quand tu es un déserteur, tu reviens dans ton armée. T'es pas un ami non plus, mais tu n'es pas aussi un ami de l'autre côté. Donc, tout le monde, personne t'aime. Donc, ça a été très stressant pour mes parents. Puis, c'était tout le temps pendant 2 ans de se cacher. Parce qu'il Pendant fallait... 2 ans? Ouais, pendant 2 ans, ils se cachaient. Puis, il fallait pas que les gens se comprennent. Et il a décidé, en fait, il a décidé, il n'y avait pas le choix, mais de se lancer dans le café parce que personne ne voulait l'embaucher. C'était très compliqué. Il fallait pas qu'il se fasse prendre. Donc, il a ouvert un petit café. Il était toujours à Belgrade. Oui, on était toujours à OK. Belgrade à cette période-là. Et il a ouvert un petit café sur une piazza. C'est une place publique, un marché public. Et en fait, c'est là qu'il a commencé à torréfier, à vendre du café. Et que c'est là qu'il s'est rendu la magie. Il s'est rendu compte de la magie du café. C'est que peu importe ce qui se passe, qu'il y ait une guerre, peu importe t'es qui, t'es quoi, les gens ont toujours besoin de café. Puis quand que les gens prennent un café, ils reconnectent entre eux. Ils parlent du beau temps, ils parlent en fait des futilités de la vie, puis ils reviennent à l'essentiel, qu'on est tous des humains. Donc, il a travaillé, il a vendu son café pendant 2 ans. On attendait nos papiers pour pouvoir fuir au Canada. Et quand on les a eus, ils sont arrivés au Canada. Et là, de un, ils ont appris que c'était le français qu'il fallait qu'ils apprennent parce que quand tu choisissais le Canada, ben en fait, c'est les provinces après ça qui te choisissaient, qui te distribuaient. Puis nous, le Québec, évidemment, nous a pris 2 jeunes personnes dans la fin vingtaine avec un enfant, tu sais, qui peuvent rester là puis qui peuvent devenir justement une richesse pour la communauté. Donc, ils arrivent au Canada, ils apprennent que c'est le français, mais les premiers mots en français qu'ils ont entendus, c'est « bienvenue chez vous ». Wow! Et c'est là que ça les a vraiment frappés. Puis je pense que c'est aussi de là vient mon éducation puis ma mentalité qu'on est une entreprise fièrement québécoise, on va toujours rester québécois. Puis il faut jamais oublier que la vie qu'on a, c'est grâce aux gens d'ici. Oui, on a travaillé, mais on n'aurait rien pu faire si c'était pas du Québec. Puis ça a toujours été dans le cœur de l'entreprise. Et finalement, mes parents... on a passé notre première nuit au l'hôtel Best Western sur le rue de la Couronne. Oh, wow! Puis ils ont notre café dans chaque chambre d'hôtel maintenant. Donc, même le propriétaire, c'est devenu un des meilleurs amis à mon père. Donc, comment que la vie est bien faite. Mais ils se souviennent de mon père quand il venait d'émigrer au Canada. Le directeur de l'hôtel se souvient encore de mon père parce que mon père, tu le rencontres une fois, que tu parles la langue ou que tu parles pas la langue, tu te souviens de lui. Pourquoi? Ben, c'est un personnage, il a un rire, il va te parler avec les mains, tu vas le comprendre, même... il y a un sens de l'humour très... Qu'est-ce que j'aime de mon père, c'est que quand tu es avec lui, tu es toujours la personne la plus importante de la pièce. Il te met en confiance, il y a comme un aura protecteur, il y a comme un aura comique, que tu sais que tout va bien aller. Puis moi, ça a tout le temps été mon père, mon repère. Tu sais, je regardais mon père, il y avait n'importe quoi qui se passait. Je regardais juste mon père qui me regardait dans les yeux, puis je savais que ça allait bien aller parce qu'il était là. Ça comme c'est vraiment la personne qui est, puis c'est ça qui m'a démontré tout le long. Puis dans le fond, quand ils ont passé la première nuit, ils ont pris un café, ils ont eu un grand café filtre, ils n'avaient jamais bu de café filtre de leur vie, puis ils se sont rendus compte, OK, il y a vraiment un potentiel de ramener encore ce qu'on a découvert, la magie du café. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et ils ont eu un prêt. C'était un programme Sois ton propre patron et c'était un concours, en fait, pour avoir un prêt de 30 000 $ pour partir de ton propre business. Fait en même temps d'écrire leur plan d'affaires, ils apprenaient le français et ils ont été pris. Et finalement, il y en avait comme 10. Après 5 ans, il en restait juste 2. Puis là, 30 ans plus tard, c'est juste nous qui sont restés. Puis c'était un prêt qui était remboursable. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à ouvrir sur la Première Avenue parce que c'est Desjardins qui était prêteur. Puis il fallait être dans le territoire de la Première Avenue de Desjardins. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que personne ne voulait donner de l'argent à mes parents parce qu'il y avait 30 jours pour trouver une banque. Mais pourtant, c'était garanti. C'était un prêt garanti par le gouvernement. Personne ne voulait donner parce que imagine-toi un immigrant qui arrive, tu comprends un mot sur 2, puis il dit qu'il va réussir. Mais là, tu sais pas où que l'argent va aller parce que tu comprends pas. Puis finalement, c'est vraiment la succursale Desjardins, c'est la Première Avenue, qui a donné la chance à mes parents. Puis c'est comme ça qu'ils ont pu avoir leur prêt puis ouvrir leur commerce. Comprends-tu
Tout on pourrait dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, pourquoi personne ne voulait leur donner? Mais à l'inverse, comme tu dis, ben imagine-toi, personne comprend, puis on va dire qu'on va réussir. Comprends-tu 100%. ce refus-là qu'ils ont eu, tes parents? 100% parce que c'est compliqué. Dans le fond, quand tu mets ton argent, tu mets aussi ton espoir dans cette personne-là. Tu lui fais confiance. Donc, tu peux pas obliger quelqu'un à te faire confiance. S'il n'y a pas le fit, il n'y a pas le fit. Puis c'est ça que ça m'a aussi appris. C'est pas parce que 50 personnes à 50 personnes t'ont dit non que la 51e, c'est pas la bonne puis c'est pas la meilleure. Puis c'est ça qu'il faut que tu apprennes. C'est pas parce que ça ne fit pas avec une certaine personne que le problème, c'est toi. C'est juste que tu n'as pas trouvé le bon fit. Il faut juste que tu enchaînes les noms pour trouver le oui que tu as. Je pense que la vie est bien faite. Puis si tout le monde te dirait oui, c'est là qu'il faudrait peut-être que tu regardes autour de toi. Comme mon père m'a tout le temps dit, si tout le monde commence à te taper dans le dos que t'es bonne, commence à ouvrir plus tes yeux parce qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Là. Il faut que tu aies les yeux plus ouverts. Tu disais tantôt, en début de balado, que tes parents n'avaient pas le choix d'ouvrir le café. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas travailler? Mettons là, qu'ils avaient voulu, je sais pas, là, qu'ils n'avaient pas eu l'idée de relancer le café ici au Québec. C'est-tu parce que c'était limité pour eux que d'avoir accès au travail en arrivant ici comme réfugiés? Je prends quelques minutes pour vous rappeler que le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par Marc-Antoine Reed, planificateur financier. Marc-Antoine Reed aussi, qui est un homme engagé dans sa communauté à travers plusieurs causes, travaille régulièrement de près avec des entrepreneurs, des professionnels aussi qui veulent s'incorporer. Question d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous visez l'indépendance financière, eh bien, Marc-Antoine Reed, planificateur financier, va vous aider à les atteindre, ces différents objectifs-là. Travaille avec vos autres experts, que ce soit des comptables, des fiscalistes, vraiment pour s'assurer d'atteindre ce que vous souhaitez. Il est planificateur financier. Faites-lui confiance. Il s'appelle Marc-Antoine Reed. Ben, c'est très dur parce que quand tu arrives, tu es sur le BS. Il faut que tu apprennes le français. Mon père est allé sur l'île d'Orléans ramasser des patates, mais mon père, il faut savoir que c'est un joueur professionnel de soccer. Il a été 2 fois meilleur gardien de but junior en Europe. Il avait sa compagnie d'import-export. Mon père est un homme ambitieux, puis c'est toujours ça qu'il m'a dit. Quelqu'un d'ambitieux, que tu le mets partout sur le monde, il va réussir. Ouais. Puis c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Quelqu'un qui n'a pas l'ambition, que tu le mets dans le pays le plus riche au monde, ne va pas avoir l'ambition parce que c'est pas ça qui le motive. Fait que c'est vraiment de ce côté-là que c'est la personne qui fait la différence. Puis je pense que j'ai la même mentalité que mes parents qui n'auraient jamais pu être l'employé de quelqu'un. Je pense qu'on est tous pareils dans notre famille. Puis c'est souvent ça aussi notre blague, c'est que une chance que les 4, on travaille pour nous parce que les 4, on aurait sûrement été sur le chômage parce que quelqu'un nous aurait renvoyé en moins de 24 heures. C'est drôle parce que mon chum qui est entrepreneur, mon chum avait déjà acheté une franchise d'une bannière X, puis il le dit, mon Dieu, je suis tellement un mauvais franchisé, je suis tellement mauvais. Je suis bon pour partir des projets genre from scratch parce que c'est mes projets, parce que c'est moi qui décide, mais respecter les règles d'une franchise, il dit arc. Fait que tu t'imagines, moi, être employé, il l'a déjà été à une certaine époque dans sa vie, mais à partir du moment où il a goûté à l'entrepreneuriat, même être franchisé puis respecter ces balises-là, tu sais, quand même, quand tu es franchisé, je pense que tu as une certaine liberté. Mais lui, là, il s'est fait sacrer dehors de la franchise, là, tellement il voulait pas respecter les règles. Mais, on en rit aujourd'hui, puis finalement, c'était pour le mieux. Mais je peux très bien m'imaginer, c'est ça, cette espèce de, comme tu dis, l'ambition, la fougue qu'un entrepreneur a et qui fait, à l'inverse de lui, peut-être un moins bon employé. Ah oui, à 100%. J'ai déjà travaillé pour une entreprise X et il y avait comme un tableau de performance, mais c'était de la vente de produits comme, on pourrait dire, pour le café. Tu sais, si toi, tu achètes 500 grammes de café par semaine, je vais pas te convaincre qu'il faut que tu prennes 1 kilo. Tu comprends un peu la métaphore que je veux faire? Puis là, tu avais un tableau dans le backstore avec des bonhommes tristes, des bonhommes sourires, si tu vendais pas assez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il n'y a pas personne qui va me mettre des bonhommes sourires, des bonhommes tristes. Merci, bonsoir. Quand tes parents ont acheté, ont reçu leur prêt, ils se sont installés où? À Limoilou, oui. À cause que la banque qui nous a prêté l'argent, c'était Desjardins Première Avenue, oui. Donc il fallait que tu restes dans le périmètre. Et c'était très compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que si les banques ne te faisaient pas confiance parce qu'ils ne comprenaient pas trop ton français, c'était quand même difficile
pour aussi un Québécois qui comprend pas ce que tu dis, d'acheter ton café. Clairement. Mais j'en ris, mais ils ont appris quand même très bien, très vite le français. Mais c'était plus au côté éducatif. Parce que les gens, si on remonte 30 ans en arrière, c'était le café instantané, le café filtre. Et mes parents voulaient amener l'espresso, qui était très différent. J'ai toujours une histoire qui m'a toujours fait rire, mais il y a une dame d'un certain âge qui est revenue, puis a dit à mon père, votre café marche pas, blablabla, bla, bla, pour finalement investiguer, puis se rendre compte qu'elle avait acheté du café en grains, elle l'avait mis dans l'eau et ça n'avait pas infusé. Ah. Tu comprends? Donc, c'était très éducatif. Il fallait vraiment... en fait, apporter l'art sommelier du café, expliquer la qualité du café. Et mon père avait sa machine de torréfaction en arrière-boutique. Il torréfiait pendant la nuit parce qu'on était quand même dans un quartier résidentiel proche. Donc, il torréfiait la nuit pour ne pas déranger les gens. Et le matin, il ouvrait avec ma mère. Puis, mon père a fait des bonnes journées dans les 18h, 14h pendant un bon 5 ans. Puis même encore aujourd'hui, il travaille puis il n'est pas capable d'un peu... lâcher la pédale. Là, je me rappelle d'un café à l'époque où on s'est rencontrés, toi et moi, d'un café sur Maguire. Oui. Là, vous avez votre usine du côté de la Rive-Sud. Oui. L'évolution, justement, des emplacements, ça ressemble à quoi? Nous, on a toujours gardé nos 2 boutiques, qui est vraiment Cartier et Maguire, et on a l'usine. Puis nous, notre plan d'affaires, ça a toujours été plus la distribution. Donc, en partant l'entreprise, mes parents voulaient vraiment avoir, pas le système franchise, mais vraiment partir le plus gros comment on peut dire ça? Le plus gros réseau. Okay. C'est ça. Le plus gros réseau de cafés indépendants, en fait, pour permettre à d'autres gens qui veulent ouvrir un café, qui puissent ouvrir un café sans que ça leur coûte un demi-million, $1 million, mais vraiment pouvoir mettre leur personnalité, mais toujours en ayant un fit de valeur et de la qualité du service, la qualité du produit. Puis c'est comme ça que ça a grandi Café Castello. C'est des gens qui voulaient avoir qui avaient déjà des commerces, qui voulaient avoir les produits de mes parents. Puis on a beaucoup de gens qui n'étaient pas entrepreneurs, mais qui ont toujours rêvé d'avoir un café et ils l'ont ouvert avec notre café. Puis c'est pour ça qu'on a des partenaires. Il y en a certains que ça fait 30 ans, 25 ans, 22 ans. Donc ça a toujours été dans l'idée de pouvoir grossir une famille, mais que chacun puisse donner sa personnalité. De ne pas avoir une image lichée, mais de vraiment pouvoir donner le pouvoir à ce que les gens puissent un peu mettre leur personnalité, leur touche, ajouter des produits, etc. Puis c'est pour ça aussi qu'on les accompagne, parce que disons que tu veux t'ouvrir un café, tu m'arrives, je vais te demander t'es rendu où dans ton projet, c'est quoi que tu envisages. Bien, je vais pouvoir aussi te dire c'est quoi les étapes, t'expliquer un peu les bases, mais surtout te donner une formation. On offre gratuitement les formations sur l'art sommelier du café, on t'explique, tu viens à l'usine, tu as une formation pour vraiment comprendre ce que tu vends, mais aussi on t'épaule dans juste l'ouverture de ton commerce parce qu'il y a plein d'informations que tu peux pas aller chercher. Tu te cherches un local, tu dis hey, je sais pas si c'est trop cher, moins cher. Là, je leur donne une idée de c'est quoi le chiffre d'affaires, puis là, je leur explique. Tu sais, avoir un loyer dans tes dépenses, faut pas que ça dépasse le 10% de ton chiffre d'affaires que tu envisages. L'optimal, c'est 5-6. Là, je leur explique aussi, disons, le marketing, combien que ça devrait te coûter dans ton chiffre d'affaires, la dépense, que c'est toujours autour de 5-10. Eux qui sont en pleine croissance, souvent, ils tournent autour du 11-12. Fait que c'est des données que c'est difficile, puis c'est ça qui est difficile en entrepreneuriat, parce que souvent, les gens disent que c'est un monde solo. T'es pas capable d'aller trouver l'information, ça te coûte cher. Ben non, nous, en fait, on veut investir en toi, puis on veut t'aider à justement ouvrir, parce que je pense que ton succès est notre succès. Puis la magie de Café Castello, c'est qu'après 30 ans, il n'y a aucun contrat qui est signé avec personne. Demain matin, tous nos partenaires, que ce soit à Rimouski, à Québec, peu importe où, pourraient dire « je veux plus ton café », puis on pourrait rien faire. Mais on veut que les gens restent, qu'ils travaillent avec nous parce qu'ils aiment travailler avec nous, parce qu'ils nous font confiance. Puis je pense que c'est ça aussi la base d'une relation saine, c'est donnant-donnant. Mais ces gens-là, là, quand justement ils s'intéressent à distribuer ton café, puis qu'ils se rendent compte que tu t'intéresses à leur projet, qui est peut-être encore embryonnaire ou en préparation, puis que tu leur donnes full d'infos comme ça, ils doivent capoter, là. Je veux dire, ils doivent pas comprendre. Au début, c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui le savent aussi, que tu as cet apport-là auprès des jeunes entrepreneurs. Puis comme tu dis, des gens qui voulaient juste avoir du petit café à vendre, puis finalement, ils se rendent compte qu'ils deviennent entrepreneurs dans le café. C'est quoi la réaction de ces gens-là? Surtout que, tu sais, on comprend bien que tu aimerais ça qu'ils achètent ton café, tu sais, mais
comme tu dis, il n'y a pas de contrat. Il y a pas de contrat. Comment ces gens-là réagissent à ça? Ben, en fait, ils réagissent comme un peu toi. OK. Sont très surpris. En fait, ils s'attendent pas à ça. Puis c'est justement ça, notre plan d'affaires, c'est de toujours avoir les portes grandes ouvertes. Puis même à l'usine, en fait, on a fait des grosses portes vitrées pour que les gens puissent voir à l'intérieur. Ça a l'air de quoi une maison de torréfaction? Pour que les gens voient, parce qu'on croit beaucoup que les gens, faut pas les tenir au secret. Il faut qu'ils voient ça a l'air de quoi. Il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Puis justement, on a ouvert les portes à l'usine. Puis les gens, il y a un comptoir de vente que les gens peuvent venir acheter du café en gros avec des prix plus concurrentiels, mais ils peuvent voir ça a l'air de quoi. Ils peuvent rentrer, ils peuvent sentir, parce que quand on torréfie du café, ça sent tellement bon. C'est sûr. Puis c'est ça, on va avoir toujours cette proximité avec les gens. Puis je pense que ça leur donne aussi le courage de croire en leurs rêves, parce qu'il n'y a rien comme quelqu'un qui dit « tu vas y arriver ». Si nous, on est arrivé avec rien, toi aussi, tu peux y arriver. Puis il y a des gens en ce moment que leur projet, c'est dans 1 à 2 ans. Ça change à chaque semaine. Puis c'est pas grave, je suis toujours là. Je suis toujours là en train de les épauler, de leur dire « OK, puis moi, je crois que si, je crois que ça, je les aide ». Mais comme je leur dis, tout conseil n'est pas bon à prendre. Il faut aussi que tu saches de qui ça vient. Parce que aussi, les gens, ils se font beaucoup influencer par leur entourage. Puis si tu as un entourage qui n'est pas entrepreneurial, c'est un peu difficile d'avoir des conseils de gens qui n'ont jamais fait qu'est-ce que toi, tu veux devenir. Donc... Ou des conseils de pourquoi tu t'es embarqué là-dedans. Ça ne te tenterait pas à la place d'avoir un salaire fixe en travaillant, une stabilité, c'est ça. Le fameux mot stabilité. Oui, oui, exactement. Là, vous avez, toi et ton frère, choisi de reprendre l'entreprise. Quand on s'est connus il y a 5 ans, tu n'étais même pas là. Je pense que ce que tu tenais comme discours, c'était « Non, moi, je suis vraiment pas rendue à embarquer dans l'entreprise ». Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que là, tu étais prête à embarquer? Je pense que c'est juste de moi à moi. Je pense qu'à 24-25 ans, j'étais encore en train de me découvrir. Puis... en fait, c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir son ego qui est là. C'est de comprendre, est-ce que tu es la bonne personne pour mener l'entreprise plus loin? Si j'avais jugé que je n'étais pas la bonne personne, j'aurais dit, c'est pas à moi, parce que je tiens à cette entreprise-là parce que c'est l'histoire de notre famille. Et si j'aurais pas été si j'avais... Mon Dieu, les ici mangent des raies, Anya. Tu t'auto-corriges. J'adore ça. Ah non, mais j'ai appris le français. Il y a eu la francisation, puis il y a eu des cours d'orthophonie. Fait que là, je suis sévère avec maman là-dessus. Je suis comme, non, on se reprend, Anya. Mais non, si j'avais pas été la bonne personne pour ça, si j'avais pas senti que j'ai cette fibre? Figue? Non, pas figue. Non, je suis pas figue. Une fougue. Fougue! Là, je pensais que tu voulais dire fibre entrepreneuriale, mais là, tu t'en allais vers la fougue. OK, parfait. Si j'avais pas cette fougue-là, si j'avais pas que dans ma vision à long terme, si ça cochait pas aussi mes cases avec ma vie personnelle, j'aurais dit non. Nico, tu peux reprendre ça tout seul, je vais partir d'autres affaires. Puis, tu sais, au courant de ma vie, j'ai parti plein de mini-projets, je me suis investie dans plein de choses. Puis, je pense que c'est comme ça un peu pour tous les entrepreneurs. On a 1001 projets, on a 1001 investissements partout, on est un peu partout. Puis, finalement, en me découvrant aussi pendant la pandémie, en poussant, en essayant un peu tous les chapeaux, je me suis rendu compte que je me vois pas ailleurs. Tu sais, je me couche, je pense à l'entreprise, je mange, je pense à l'entreprise, je voyage, je suis en train de m'inspirer pour des idées. C'est que je sens pas que je travaille, c'est que ça fait partie de moi. Puis c'est ça qui est important, parce que quand tu as ton entreprise, tu peux pas compter ton temps. Tu peux pas compter ton temps. Je peux pas me payer le fait qu'à 11 h du soir, j'ai pris mon ordinateur, puis j'ai commencé à écrire, puis j'ai eu une nouvelle idée ou je finis des dossiers. C'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment que tu sentes que ça fait partie de toi. Puis souvent aussi, c'est ça qui est difficile pour les entrepreneurs. Ça devient leur bébé. Est-ce que tu sens, puis c'est ce que j'entends beaucoup d'une entreprise familiale qui est reprise par les enfants, mais en même temps, des fois, je parle aux entrepreneurs actuels qui ont des enfants qui deviennent adultes, tu sais. Est-ce que tu sens que tes parents voulaient ça sans nécessairement t'en parler? Est-ce que, tu sais, des fois, c'est délicat de dire, je peux pas obliger mon enfant à reprendre l'entreprise, mais peut-être que j'aimerais ça, tu sais. Il y a une espèce de vœu pieux, tu sais, sans nécessairement vouloir, c'est ça, mettre des œillères à ton enfant ou des balises. Est-ce que tu sens que le jour où tu as dit à tes parents que là,
t'embarquais pour de bon, ça leur a fait plaisir? Oui, ça leur a fait plaisir parce que en fait, ça donnait un peu aussi un sens parce qu'ils se sont dit, OK, on a fait beaucoup de sacrifices. Oui, on leur a offert une belle vie, mais ça va pouvoir leur offrir aussi un futur. Parce que moi, ça fait 16 ans non, 17 ans que je travaille dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai fait un peu pas mal tous les chapeaux. J'ai été barista, etc. J'ai tout essayé pour vraiment comprendre. Puis c'est ça qui a été important. Puis c'était ça, l'école de la vie, c'est de faire toutes les postes pour comprendre aussi leur réalité. Puis c'est quand j'ai fait l'ensemble que j'ai vraiment compris un peu où était ma place puis où que je me sentais bien là-dedans. Tu étais avec ton frère. Oui. Ton frère aussi, c'était-tu clair dans sa tête qui allait suivre le même pas que toi ou ça a été différent? En fait, les deux, ça n'a jamais été totalement sûr, Ouais. surtout quand on était enfant. Moi, honnêtement, jusqu'au cégep, moi, je voulais être avocate en droit international. Je voulais pas reprendre l'entreprise. Au contraire, je voulais être avocate parce que j'avais les traits de caractère, la personnalité d'être avocate. Ou professeur d'art dramatique. Ça, peut-être moi. Non, mais l'orienteur l'avait dit. L'orienteur, c'est ça. C'est la science infuse. On le salue. C'est ça. Mais non, moi, je voulais vraiment être avocate, puis je voulais travailler pour l'ONU, puis mes parents savaient, mais ils m'ont jamais empêchée, puis ils m'ont toujours dit, à moi et à mon frère, si votre bonheur n'est pas café Castello, tant et aussi longtemps que vous avez votre bonheur, c'est tout ce qui compte. Parce qu'au final, ils auraient pu revendre l'entreprise, etc. Mais au final, je pense que tout parent aime savoir que leur sacrifice, leur vision est perpétuée, puis aussi qu'ils peuvent voir que ça continue. Je pense aussi que c'est pour ça que les gens ont des enfants, parce qu'ils voient une continuité de eux, mais je pense que c'est aussi beau de voir la continuité de toi-même qui reprend aussi pourquoi tu as travaillé aussi fort. Donc, non, les deux, Nicolas puis moi, en ayant travaillé ailleurs, en étant été à l'université, on a compris, on s'est développé. Puis, disons, moi, je suis allée à l'université, c'est comme un sujet tabou, on dirait l'entrepreneuriat, université, pas université. C'est vrai? Ah, mon Dieu! Comment ça? Ben, il y a des gens qui disent, ah, tu peux pas devenir entrepreneur en allant à l'école, ça sert à rien. Il y en a d'autres qui disent, ah, oui. Okay. C'est comme toujours été, on dirait, deux écoles de pensée. Je crois pas qu'un papier va pouvoir te créer entrepreneur, mais je crois que tu as beaucoup à aller chercher aussi à l'université, à savoir à gérer différentes personnalités, à faire des projets d'équipe avec quelqu'un qui travaille pas, avoir une structure de travail. Ça te donne vraiment des outils. Puis ce qui était drôle, c'est que moi, quand j'avais des cours d'administration, j'avais la pratique, mais j'avais pas la théorie. Puis j'étais assise, puis j'étais comme, ah, il y a un nom pour ça. Oui. Il y a une façon de penser, une philosophie derrière tout ça. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis ça m'a vraiment forgé. Moi, j'ai fait un bac multidisciplinaire. Donc, j'allais chercher un peu en com, j'allais chercher un peu en sciences de la consommation, en administration, marketing. Donc, je me suis forgée à travers ça d'avoir la théorie. Nicolas aussi, lui, est allé en administration, comptabilité. Donc, les deux, on a vraiment pu se développer. Puis ça a toujours été ça. L'objectif de mes parents, c'était pas de nous mettre à 18 ans comme « OK, il faut que vous travaillez à 100% tout le temps ». C'était toujours de se développer puis de rentrer quand on allait être prêt. Parce que, veux pas, mon frère et moi, on a 8 ans de différence. Donc là, Nico, il va avoir 25 ans et lui, il est déjà là. Moi, à 25 ans, je n'étais pas rendue là. Comme tu le savais, je voulais encore me développer. Puis encore aujourd'hui, j'espère garder encore mes parents longtemps dans l'entreprise. Pas qu'ils travaillent des 90 heures semaine, mais plus au contraire, qu'ils soient toujours là parce qu'ils sont un peu mon phare. Quand c'est le brouillard, oui, je crois en moi, mais ça m'aide toujours d'avoir des gens qui ont tracé la route, des gens qui ont un vécu qui est extraordinaire puis qui peuvent m'apporter une autre vision de la vie. Parle-moi de cette expérience que le repreneuriat, c'est un mot qui est beaucoup à la mode, je trouve, par les temps qui courent, le repreneuriat. Tu sauras me le dire, mais je pense qu'on manque de repreneurs aussi pour les entrepreneurs actuels. Toi, comment tu vis ça? C'est un sujet d'actualité. Je pense que ça a toujours été d'actualité, mais là, ça l'est de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de repreneurs. Et une fois, j'étais allée au sommet du repreneuriat, puis je me disais, je vais rencontrer d'autres personnes comme moi, dans toute ma naïveté de mes 26 ans, je pense. Et finalement, je m'assois là. Désolée pour le terme, mais c'était toutes des têtes blanches.
Puis là, je me suis dit, voyons, ils sont où les jeunes? Puis le monsieur m'a dit, ben c'est ça qu'on se demande, sont où les jeunes? Parce que eux, c'était des entrepreneurs qui cherchaient des repreneurs, dans le fond. Exactement. Puis il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Oh mon Dieu. Puis c'est ça que je me suis rendu compte que le problème n'était pas le fait que c'était compliqué de trouver une entreprise. C'était compliqué de trouver des repreneurs. Puis aussi, il faut comprendre qu'encore une fois, tout est une question de fit. Il y a des entreprises qui vont bien, mais il faut que tu trouves aussi quelqu'un qui a une vision pour cette entreprise-là, mais quelqu'un aussi qui partage les valeurs. Parce que tu peux pas prendre une entreprise puis tout modifier les valeurs et de ça. Oui, tu peux l'améliorer, tu peux améliorer la vision, mais les valeurs, le cœur de l'entreprise, c'est compliqué. Il faut que tu aies ton fit, puis aussi, il faut que la personne qui vend son entreprise ait une confiance en toi, que ça va bien. Parce que, comme on dit, la communication est centrale dans tout, bien, ça l'est aussi dans le reprenariat. Puis, il y a beaucoup d'entreprises qui n'auront pas de repreneurs. Il y a des entreprises qui ferment, malheureusement. Puis il y a beaucoup la nouvelle voie qui va être les multi-entrepreneurs, des multi-repreneurs, des gens qui reprennent plusieurs entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à reprendre. Puis c'était beaucoup, surtout à Québec, on poussait beaucoup les startups. C'était ça qui était sexy dans le monde des affaires. Le reprenariat, c'est comme le mouton noir. On dirait que c'était aussi beaucoup de préjugés, puis on dirait que c'est tout le temps vu comme plus facile. Fait que ça a été un peu délaissé, mais là, les gens se rendent compte qu'il y a des entreprises qui ça fait 40, 50 ans, 10 ans, puis la personne, il faut qu'elle vende l'entreprise, mais pourtant, tout le monde s'indigne quand des compagnies étrangères reprennent les entreprises. Mm-hmm. Mais justement, il faut pousser le reprenariat, puis justement montrer que tu n'es pas obligé de partir de zéro. Tu peux prendre quelque chose qui a une base puis faire de l'amélioration continue. Puis ça aussi, c'est une voie qui est complètement différente. Il y a des gens qui, c'est tout le temps il y en a qui rappent des maisons, mais il y en a qui rappent aussi des entreprises qui l'améliorent. Puis c'est ça qui est intéressant, comme tu disais, ton conjoint, lui, franchise, c'était pas pour lui. Lui, il aime ça partir de zéro. Mais il y a d'autres personnes que partir de zéro, ça les intéresse pas. Ils veulent avoir quelque chose, puis ils veulent apporter leur expertise pour avoir une amélioration continue. Fait que c'est vraiment de savoir quel type d'entrepreneur que tu es, mais le reprenariat, on n'en parlera jamais assez. Il y a vraiment une crise qui est en cours et qui va venir de plus en plus forte. Et sens-tu que toi, ton expérience perso avec ton frère en mode reprenariat, ça se passe comme tu l'imaginais ou comme tes parents aussi l'imaginaient? Oui, parce que je m'attendais... Qu'est-ce qui est la différence entre un repreneur extérieur puis un repreneur familial aussi? C'est beaucoup repreneur extérieur, tu as une date fixe. C'est plus mesurable, etc. Quand c'est familial, c'est plus des fois non mesurable. Du long terme. C'est du long terme, puis on navigue à travers ça. Mais c'est ça que c'est dans ça que je m'épanouis le mieux, moi, personnellement, parce que, comme je disais, j'ai la chance en ce moment de travailler avec mon père, ma mère et mon frère. 3 personnes, pas que je leur fais confiance avec l'entreprise, mais que je leur fais confiance avec ma propre vie. Donc, c'est difficile aussi en entreprise de dire, OK, je travaille avec des gens que je leur fais confiance aveuglément. Donc, j'ai la chance de les avoir. Puis, c'est sûr que moi, le reprenariat familial, je le chéris beaucoup. Puis, chaque étape est importante. Puis je pense que c'est ça aussi. Il y en a beaucoup qui voient juste la finalité de reprendre ça à 100%. Mais moi, c'est vraiment le cheminement que je me dis à quel point je suis chanceuse. J'ai une encyclopédie vivante avec moi qui peut m'épauler, qui peut me dire attention, mais aussi qui me permet de faire des erreurs. Parce que souvent, mon père, je le vois dans ses yeux, il voit qu'il n'est pas d'accord, mais il sait que j'ai pas le choix de me planter si je veux apprendre. Puis les plus grandes leçons, c'est les erreurs que j'ai faites. Parce qu'il y en a des histoires d'horreur de reprenariat familial, des contextes où peut-être, tu parlais d'ego tantôt, il y avait peut-être trop d'ego de la part de l'entrepreneur ou manque de confiance aussi entre le parent et l'enfant. Il y a ce côté-là aussi plus sombre du reprenariat familial, je pense, qui est à considérer par rapport au reprenariat extérieur, comme tu l'appelles, là, où effectivement il y a une date.
Mais puisqu'il n'y a pas nécessairement autant d'émotions ou de bagages familial, peut-être que la coupure se fait mieux que dans un contexte où tu as un parent puis tu as un enfant dedans. Là. Ah oui, il y a des familles qui ont été détruites. Ouais. Que ce soit pas juste les parents, les enfants, mais entre les enfants aussi. Parce que tu as des enfants qui veulent, disons, avoir des parts, mais ne veulent pas travailler. Là, il y a quelqu'un qui travaille à 100%, il se dit pourquoi c'est juste. Fait que c'est très compliqué. Moi, j'ai tout le temps, si tu veux te partir en affaires avec des amis, un conjoint de la famille, oui, tu peux. Comme tu peux pas. C'est qu'en fait, il faut que tu saches, cette personne-là réagit comment quand il y a un stress financier, un stress mental, la surcharge. Parce que, veut pas, même dans les relations amoureuses, les gens souvent divorcent. La cause numéro 1, c'est finances. Mais là, c'est qu'il faut que tu comprennes que la personne avec qui tu te couches le soir, c'est aussi la personne que demain matin, il va falloir que tu gères une crise financière, que ça va pas juste impacter votre entreprise, mais aussi votre vie personnelle. Fait qu'il faut que tu saches avec qui tu es prêt puis tu es capable de partager ce stress-là. Ça fait pas que ta relation, disons, avec ton père est moins bonne parce que tu ne te vois pas gérer une entreprise avec lui. Il y a des personnalités qui sont faites pour ça, puis il y en a d'autres que non. Fait qu'il faut aussi que tu ailles, l'intelligence émotionnelle, de comprendre aussi que c'est pas personnel, que c'est des décisions d'entreprise qu'il faut prendre, comme par exemple, souvent c'est compliqué quand tu es entrepreneur de... Tu sais, moi, je dis tout le temps que l'entrepreneur, c'est la personne qui, son poste, c'est de prendre les décisions que personne ne veut prendre. Ben c'est un peu ça. C'est de savoir, est-ce que la personne avec qui t'es quitté comprend que, oui, il y a votre relation, mais avant tout, il faut que vous pensiez à l'entreprise, à sa viabilité dans le temps. Pas juste vos émotions personnelles. Je vais te poser une question qu'on t'a posée dans un panel cet hiver, puis on s'en parlait avant le début de l'enregistrement. C'est quoi ton plus grand stress, Ania? Devenir maman. Pourquoi? Puis je me sens mal de dire ça parce que pourtant, ma mère est enceinte de moi. Ils ont immigré, ils ont bâti une entreprise, puis j'ai pas manqué d'amour. Puis j'ai des parents très présents, même si ils ont fait beaucoup de sacrifices durant 30 ans. C'est plus, ça la fout. Puis quand je l'avais dit sur le panel, je l'ai dit sans trop y réfléchir. Et avec ta candeur. Exactement. mais tu sais, c'est tellement une belle qualité, je trouve, puis garde-la pour vrai, ta candeur. Oui, j'essaie de la protéger parce que des fois, l'authenticité puis le cru, ça fait pas toujours bon ménage avec certaines personnes. Mm-hmm. Donc, faut savoir la cultiver puis la protéger. Mais ouais, j'essaie. Mais c'était plus au niveau que, personnellement, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, qui sont tombés enceintes, puis c'est pas que tu peux pas avoir de congé de maternité, mais c'est comme très complexe. J'en connais une qui a eu 1 semaine de congé de maternité, une de 4 mois. C'est très complexe de marier les deux parce que, disons, je pourrais pas, disons, moi, partir 1 an puis pas penser à ça, pas travailler dans l'entreprise puis juste me faire remplacer. Qui me remplace, pour combien de temps? C'est un stress parce que, veut pas, notre premier bébé, c'est toujours l'entreprise. C'est que même si tu mets la personne la plus qualifiée, puis même peut-être une personne plus qualifiée que moi, ça reste qu'il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas partir 1 an, puis... T'auras pas la tête tranquille. T'auras pas la tête tranquille. C'est compliqué. C'est mon plus grand stress, puis ça a l'air fou parce que la question, c'était c'est quoi ton plus gros stress professionnel? Moi, j'ai dit de tomber enceinte. Parce que c'est pas que j'ai peur de ça, puis au contraire, c'est dans mes projets... court, moyen terme, mais c'est toujours un stress de me dire, OK, comment je vais gérer ça? Est-ce que tout va bien se passer? Je pense que tout va bien se passer parce qu'au contraire, j'ai des parents qui l'ont vécu avec absolument rien, en connaissant pas un mot en français, en ayant un bébé, puis en partant une entreprise. Donc, je pense que tout est possible, mais c'est aussi un sujet qui est très, très compliqué puis très tabou aussi au niveau pas juste entrepreneurial féminin, mais je pense que dans la sphère corpo au féminin, parce que, disons, moi, c'est difficile de m'effacer dans l'entreprise, mais je pense à quelqu'un qui évolue dans une grosse coopérative. Pendant 1 an, tu es absente. Fait que pendant 1 an, tu manques des opportunités. Pendant 1 an, c'est quelqu'un d'autre qui peut prendre ce poste. Pendant 1 an, c'est quelqu'un d'autre qui mène des projets. Fait que je pense à toutes ces femmes-là que moi, j'ai comme un stress, mais je sais que ça va bien aller parce que
je sais que j'ai une équipe, j'ai une famille. Veux pas, moi, c'est une entreprise familiale. Fait que si le bébé il est malade, c'est pas mon père qui va me taper sur les doigts. C'est son grand-père aussi. Tu comprends? C'est C'est comme, drôle. je vais aller te le porter, tu t'occuperas. Puis moi, je vais créer des problèmes. Mais non, mais en rigolade, c'est vraiment un point que je regarde, pas juste les femmes entrepreneurs, mais je regarde les femmes qui, oui, sont employées, qui sont associées. Peu importe. Le plus grand stress, c'est vraiment cette surcharge mentale-là de est-ce qu'ils vont être capables de continuer à avancer. Puis, veux pas, on sait, c'est aussi le milieu du travail. Est-ce qu'il est vraiment adapté aux mamans? Parce qu'une mère, peut-être qu'elle va être plus productive à partir de 1 heure jusqu'à 8 heures le soir. Mais est-ce que dans les milieux de travail, c'est adapté ou c'est obligatoire que ça soit du 8 à 5? C'est ça aussi. En fait, je pense que le milieu corpo-professionnel dans son ensemble, que nous aussi on crée, veut pas, c'est que c'est pas adapté à plusieurs réalités, que la femme pourrait justement plus s'accomplir, plus pousser la machine si son horaire pourrait être adapté à sa réalité, parce qu'à 3 heures, ça doit aller chercher son enfant. Peu importe c'est quoi tes responsabilités, quand t'es maman, je suis pas maman, mais je vois ma mère, puis je vois mes amis, c'est ton enfant en premier. Fait que oui, tu vas aller le chercher à 3 heures, mais toi, à 5 heures, ta journée n'est pas finie. Tu vas continuer ta journée puis tu vas être capable d'être productive. Mais c'est de créer ce environnement-là pour que ces femmes puissent plus avoir le stress de se dire « Oh mon Dieu, pendant 1 an, je vais pas pouvoir avancer ma carrière, je vais stagner. » Puis c'est surtout aussi, de plus en plus, les femmes ont des enfants plus vers la trentaine. Puis là, souvent, ils enchaînent 2 enfants. Fait que, tu sais, 2, 3 ans d'absence, ça paraît beaucoup dans une vie professionnelle. Est-ce que tu as parlé, j'imagine, ben écoute, est-ce que tu as déjà parlé de ça avec ta mère, de ce stress-là? Non. On dirait que je serais curieuse d'entendre ce qu'elle aurait à te dire. Ouais, c'est une bonne question. La sagesse de ta maman qui a vécu ça aussi, je serais très curieuse de savoir ce qu'elle aurait à dire à ça. Puis tes amies, elles, mettons, là, qui ont vécu ça, qui ont eu des congés écourtés, là, on s'entend, tu parlais d'une semaine, quelques mois. Après coup, est-ce qu'elles ont des regrets? Est-ce que tu les vois justement avoir trouvé un certain équilibre avec leur vie professionnelle et leur vie familiale? Absolument. Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'ils me disent, c'est comme un peu l'accouchement. Ça fait vraiment mal, mais après ça, quand tu vois ton bébé sourire, t'oublies le mal que tu as eu. Puis c'est vrai, là. C'est un peu comme quand tu pars une entreprise. Oui, tu as beaucoup de sacrifices, tu as beaucoup de nuits blanches, tu as beaucoup de surcharge mentale, mais au contraire, quand tu regardes derrière toi, tu es en train de construire un héritage. Je parle pas un héritage financier pour tes enfants peuvent faire, mais un héritage pour la société, une continuité de toi. Tu as mis sur tangiblement tes valeurs et ta vision. Donc, je pense que c'est pareil, puis je les vois, puis ils me disent toujours oui, c'est difficile, Anya, mais il n'y a rien de plus beau que ça. Effectivement. Fait que je pense que tu le comprends Oui. beaucoup plus que moi. Là. Donc, c'est pour ça que je me dis, ça va bien aller. Mais c'est drôle que mon premier réflexe professionnel, ça a été de dire, OK, je dois m'absenter. C'est ça le plus gros stress. J'ai l'impression que ça a fait réagir quand tu as dit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues en toi. J'avais participé à un panel, là, peut-être, je revenais de congé de maternité, fait que ça doit faire 3 ans, justement pour la Jeune Chambre de commerce de Québec. Puis je parlais de ça, que, tu sais, moi, j'ai eu mon enfant à 35 ans, presque 36, puis j'avais donc bien peur. J'étais là, ça va être quoi ma carrière? Tu sais, heureusement que ma carrière est bien établie. Tu sais, j'étais employée aussi. Là, tu sais, là, je suis rendue travailleur autonome, mais à l'époque, tu sais, j'étais une salariée. Puis mais j'avais donc bien peur de partir pendant 1 an. Puis la plus grande leçon que j'ai retirée de ça, c'est que j'ai brillé par mon absence. Fait que si tu peux partir avec cette réflexion-là, puis tu sais, effectivement, on a beaucoup d'appréhension, puis en bout de ligne, on fait comme, oui, ça a ses enjeux que de devenir parent, de devenir maman, surtout quand on est une femme, là. Mais c'est la plus belle chose. Pour de vrai. On regrette jamais, jamais, jamais d'être allé goûter à la maternité. Anya Okuka, ça a été un plaisir. Oui. Je me serais entretenue tellement encore longtemps avec toi, c'est fou. Oui, mais c'est ça, on dirait qu'on était en petite pause café entre amis. Là. Tout à fait. Ça a été un plaisir. Vraiment. Puis une petite dernière question en finissant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de santé. Oui. Je pense que quand on a la santé, on peut continuer ses projets. Je pense qu'en vieillissant, on se rend compte que qu'est-ce qu'on a de plus précieux, c'est la santé et le temps.
Mais quand tu n'as pas la santé, tu n'as pas le temps d'en profiter. Donc, je pense que la santé, puis je le souhaite à tout le monde, je le souhaite à toi, je le souhaite à vraiment tout le monde, qu'on se rende compte que c'est la ressource qui est la plus importante pour la vie en général. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi.